Aujourd'hui, on va vous présenter un ensemble d'œuvres, une sélection de notre catalogue de la vente post-war et art contemporain qui se tiendra le 27 juin à Drouot. Et dans cette vente, nous présenterons une grande partie des artistes internationaux et français importants de la seconde moitié du XXe siècle. Je pense à Keith Haring, Alexandre Calder, Olivier Debré, Hans Hartung, Armand, César, Niki de Saint-Phal. Et certaines œuvres plus intéressantes et plus exceptionnelles encore dont on va vous faire le descriptif aujourd'hui. Nous sommes ici devant une œuvre de Roberto Matta, une grande composition qui est un diptyque réalisé sur 2 laies de papier, marouflés sur toile. Roberto Matta, c'est un artiste chilien qui est né en 1911, mais qui a une renommée internationale pour avoir vécu dans beaucoup de pays d'Europe et travaillé également dans le monde entier. C'est un artiste qui a commencé sa carrière en tant qu'architecte. Il est apprenti à l'étude de Le Corbusier à partir de 1934, mais très vite, il se rend compte que l'architecture ne lui permet pas d'exprimer la fantaisie qui est la sienne. En 1937, pour ces raisons, il décide de rejoindre le groupe surréaliste, qui était déjà ses amis quelques années auparavant, et de développer réellement sa pratique artistique. Donc, dans ses premières œuvres, à partir de 1938, on voit déjà des corps avec des mouvements intenses et des transformations de formes anthropomorphiques, mais restent tout de même des espèces de lignes de fuite qui rappellent ses premiers travaux d'architecture, aussi bien que son travail et ses réflexions sur l'espace cosmique qu'il observe à l'époque. En 1939, Roberto Matta, comme beaucoup d'artistes à l'époque, fuit la guerre en Europe et part aux États-Unis. Et commence pour lui une riche période artistique avec beaucoup de rencontres. Cette œuvre-là fait partie de ce qu'on appelle la période new-yorkaise, autour de 1943 à 1944. Ce qu'on distingue sur cette œuvre, c'est au minimum 6 corps qui sont engagés dans une bataille violente, plus quelques éléments de corps humains, mais de formes qui ne sont pas terminées. Et on a une palette de couleurs qui est extrêmement réduite, finalement uniquement à ce que Breton appelait au sujet de la pratique de Roberto Matta, le rose pourpre à transformation, donc qui est ciblé sur les endroits les plus symboliques de la composition. Ce qui est remarquable tout de suite au sujet de cette œuvre, mis à part son format impressionnant, c'est la vitalité des mouvements et des formes qui sont enchevêtrés dans un geste violent qui évidemment rappelle les événements qui se passent en Europe exactement à la même époque. Et on y voit déjà ce qui plus tard dans son travail du dessin s'apparentera à un traitement d'une forme narrative proche de la bande dessinée. Cette œuvre, donc composée de 2 grandes laies de papier, a été offerte directement par l'artiste à un de ses amis parisiens au début des années 60 et n'a jamais été montée sur toile. Elle a été conservée roulée toutes ces années et c'est donc ici la première fois qu'on a l'occasion de le présenter rassemblé sur cette composition et de la montrer également au public et très bientôt à la vente. Alors, je vais vous présenter une œuvre de l'artiste américain Keith Haring. Keith Haring va découvrir la culture underground de New York au début des années 80, notamment la culture du graffiti. Il va réaliser des centaines de graffitis dans le métro à la craie blanche sur des affiches noires. Dès 1982, il va être exposé en galerie et connaître un vif succès. On reconnaît très facilement les œuvres de Keith Haring par leur fond coloré et par l'utilisation du trait noir. Il a un geste vif et sans repentir, issu de sa pratique du graffiti dans le métro new-yorkais. On retrouve dans cette œuvre plusieurs éléments récurrents dans son travail, la présence du motif de la soucoupe volante, également de la pyramide et un de ses personnages les plus célèbres, le chien au museau carré. On peut également lire son œuvre comme une bande dessinée, avec 2 images successives racontant le vol d'une pyramide. Jaune doré d'automne, une très grande composition d'Olivier Debré, peintre français né en 1920 et qui est connu et reconnu pour ses monochromes, quasi monochromes, relevés par quelques taches de couleurs subtiles. Ici, quelques coulées sombres, des petites taches rouges et des empâtements dans le coin supérieur gauche. Mais Olivier Debré, c'est aussi un artiste qui est connu pour avoir cette passion du paysage, notamment en Loire et en Touraine, qu'il exprime dans sa peinture directement sur le motif. C'est-à-dire que c'est un peintre qui peint à l'extérieur, qui pose ses toiles sur le sol, contre les arbres et surtout ses grands formats, et qui n'hésite pas à laisser la nature s'imprégner dans son tableau
Et c'est le détail le plus charmant de cette œuvre justement, dans laquelle on retrouve, c'est extrêmement rare, des petits cailloux incrustés dans la matière picturale ici, ainsi qu'une feuille morte que l'artiste a décidé de laisser comme part entière de sa composition, comme une fusion entre sa peinture et la nature qu'il aime dépeindre. En 1972, Hérault entame sa série des peintures chinoises. Il va s'intéresser à la peinture de propagande et plus particulièrement au réalisme socialiste. Hérault va demander à des peintres du régime de réaliser ces peintures à partir de collages. On retrouve ici un Mao hyper réaliste promenant place Saint-Marc. C'est une forme de rencontre entre l'Occident et l'Orient. Donc je vous présente une œuvre d'Antoni Tàpies, le peintre catalan le plus influent et certainement le plus célèbre de la seconde moitié du XXe siècle. Il a commencé par suivre une formation académique en art. Sa rencontre en 1950 avec Joan Miró qui va être décisive dans sa pratique en se tournant vers l'abstraction. Il a l'habitude de considérer ses œuvres comme des champs de bataille dans lesquels les blessures se multiplient. Pour ce faire, il utilise des techniques violentes telles que la lacération, le grattage, les déchirures. Il utilise également des matériaux non académiques et bien avant l'arte povera. Pour cette œuvre, on retrouve les éléments picturaux qui ont fait la célébrité d'Antoni Tàpies, l'utilisation d'un support pauvre, le carton ici, qui est un carton de récupération. On peut voir que les côtés sont déchirés, qui n'est pas bien déterminé. L'utilisation également d'autres matériaux de récupération, comme la corde. On a aussi l'utilisation de collage et enfin d'une couleur noire qui vient ici marquer la violence de cette œuvre. On peut considérer que son œuvre est à la fois proche du dadaïsme, anti-esthétique et poétique. Le début de la pratique artistique de Hans Hartung, dont on présentera 2 toiles à la vente, celle-ci de 1965 et celle-ci de 1962. Donc ce début de pratique artistique, il est caractérisé par les contraintes et les errances que génère la guerre qui a lieu en Europe à cette époque-là. À partir de 1945, Hans Hartung est de retour à Paris et il expose alors dans ses premières expositions personnelles ses toiles en galerie et connaît un début de reconnaissance véritable. Et au début des années 1960, il délaisse la pratique qui était la sienne, mise au carré de ses dessins préparatoires à l'huile sur toile dans des plus grands formats, pour découvrir de nouveaux médiums qui lui permettent une intervention directe sur la toile. Par exemple, la peinture vinylique, c'est le cas pour cette œuvre de 1962, ou encore la peinture acrylique, auquel il ajoute ce geste spontané de grattage qui lui permet de révéler la couche sous-jacente de peinture, la préparation de la toile. Ici, un jaune clair qui contraste avec le bleu sombre et le noir intense qu'Hartung a appliqué ensuite sur cette toile. Et c'est avec ces 2 œuvres que nous sommes très heureux de présenter à nos collectionneurs 2 facettes du travail de l'artiste dans les années 1960.